Travailleuses, travailleurs, Giscard d'Estaing ose aujourd'hui nous dire, dans sa profession de foi, qu'il veut rendre les Français propriétaires individuels de la France. Mais les Français n'ont pas cessé d'être dépossédés et dépouillés durant son septennat. 1,5 million de chômeurs ont été privés de leur emploi. 200 000 paysans ont été dépouillés de leurs fermes et obligés de quitter la terre. Les populations locales ont été dépossédées du droit de décider si elles veulent ou pas d'une centrale nucléaire. Toute la population laborieuse a vu réduire son niveau de vie à cause de la hausse des prix. Non, sous le septennat de Giscard, le pays n'est pas devenu davantage la propriété de ses habitants, mais encore un peu plus celle des monopoles, des trusts et des capitalistes. C'est cela que Giscard a choyé avec l'argent de nos impôts et en leur distribuant des subventions, soit par le biais du budget militaire, soit directement, à l'exemple de ces trusts de la sidérurgie qui ont reçu de l'État 15 milliards de francs dans le même temps où ils supprimaient 50 000 emplois. C'est-à-dire que ces trusts ont reçu 30 millions d'anciens francs à chaque fois qu'ils ont créé un chômeur de plus. Il n'y a qu'eux qui ont prospéré pendant que les conditions de vie de toute la population laborieuse empiraient. Aujourd'hui, Giscard d'Estaing promet à tout le monde, il n'y a pas une catégorie sociale, pas une corporation qui soit oubliée. Mais il ment, il nous ment à tous, comme il nous avait menti il y a 7 ans, quand pour se faire élire, il promettait déjà la fin de la crise, du chômage et de l'inflation. Giscard nous dit que sa devise, c'est « un pour tous, tous pour un ». Oui, un qui prétend parler au nom de tous et tous exploités pour les profits de quelques-uns. De son côté, Chirac, comme si les dépenses militaires ne nous coûtaient déjà pas assez cher, propose de les augmenter encore. Nous avons déjà construit et payé 6 sous-marins nucléaires qui ne servent strictement à rien. Eh bien lui, Chirac, il propose d'en construire 15, c'est-à-dire de faire un cadeau supplémentaire d'une 50aine de milliards aux industriels qui les construisent. Alors, lui aussi, il ment, forcément, surtout quand il prétend qu'il va diminuer les impôts. Car l'argent, pour financer les nouvelles dépenses inutiles de l'État, il faudra bien qu'il les trouve quelque part. Tous ces gens-là mentent aux travailleurs, bien sûr, mais ils mentent aussi à ceux qu'ils considèrent comme leurs électeurs naturels. Par exemple, Chirac, comme d'autres, a le culot de faire semblant de déplorer la lourdeur des charges sociales que payent les petites entreprises. Mais si ces cotisations qui pèsent sur les salaires sont lourdes, c'est bien parce que l'État met à la charge de la sécurité sociale bien des dépenses qui devraient être financées par le budget de l'État et qui ne le sont pas, à commencer par le fonctionnement des hôpitaux, l'enseignement de la médecine et la recherche médicale. Parce qu'on ne peut pas payer à la fois des hôpitaux et les sous-marins nucléaires dont Chirac est tellement partisan. Cette droite arrogante méprise tout le monde, y compris les petits patrons qu'elle considère comme un simple marchepied électoral. Et voyez aussi l'aplomb de ces hommes de la majorité en ce qui concerne les femmes. Au début du septennat, il y a eu une loi hypocrite sur la non-discrimination dans l'embauche. Mais qu'est-ce que cela a changé dans la vie de millions de femmes ? Les femmes continuent à être sous-payées, sous-qualifiées. Au niveau des ouvrières et des employés, il peut y avoir jusqu'à 80% de femmes. Mais au niveau de l'encadrement, combien y a-t-il de femmes? À peine 15%. Et pourquoi cette inégalité? Parce que la femme serait inférieure à l'homme, moins capable, moins résistante, moins intelligente, plus souvent malade. Mais tous les jours, on peut vérifier le contraire. Non seulement les femmes remplissent au travail des tâches indispensables, mais elles assurent en même temps, oui, en même temps, avec un dévouement sans limite, les tâches de ménagère, de mère de famille, d'intendante. Combien de foyers ouvriers pourraient subsister sans la paye de la femme, qui n'est pas un salaire d'appoint, mais un apport indispensable? Combien d'exploitations agricoles pourraient fonctionner sans le travail des femmes, qui soignent les animaux et aident à la terre? Combien de petits commerçants pourraient tenir sans le travail gratuit, constant de leurs femmes à la caisse ou au comptoir?
Alors, secrétariat d'État, ministère ou délégation à la condition féminine, tout le bluff giscardien n'a rien changé à la condition des femmes. Les lois ne sont pas appliquées, les ministères ne servent qu'à montrer 2 ou 3 femmes qui ont pu faire carrière durant le septennat. Mais les autres, toutes les autres, savent bien que tout cela c'est du vent. Mais les femmes, les travailleurs, peuvent-ils se contenter, pour dire qu'ils veulent que ça change, de voter Mitterrand dès le premier tour? Non, car ça serait accepter la même politique avec un emballage différent. Quelle garantie avons-nous en effet que Mitterrand mènerait une politique favorable aux travailleurs? Tout, au contraire, dans son passé, incite à la méfiance. Voilà 37 ans qu'il a commencé sa carrière politique. De 1948 à 1957, il faisait partie de ces hommes du centre qui tiraient vers la droite le Parti socialiste, auquel il n'appartenait pas encore. Mitterrand a ainsi participé au gouvernement Ramadier, Schuman, Marie, Queuille, Edgar Faure, Guy Mollet, et dans presque tous ces gouvernements, les dirigeants socialistes côtoyaient les politiciens les plus réactionnaires. Il a appartenu à la plupart des gouvernements qui menèrent les sales guerres d'Indochine et d'Algérie. En 1956, par exemple, il a été de ces hommes qui se présentèrent aux élections en partisans de la paix en Algérie et qui, une fois élus, y envoyèrent les y intensifièrent la guerre, montrant qu'ils étaient capables de faire des promesses pour gagner une élection et de les renier ensuite, une fois élus sans vergogne. Alors bien sûr, depuis 10 ans, Mitterrand se dit socialiste, mais c'est uniquement parce qu'il avait besoin, pour tenter de satisfaire ses ambitions politiques, d'être à la tête d'un grand parti. Il s'est emparé du Parti socialiste comme un bourgeois rachète une entreprise concurrente en difficulté pour en utiliser la marque et le personnel. Mais cet itinéraire qui a amené Mitterrand de la droite vers le Parti socialiste, qu'est-ce qui nous garantit que demain, il ne le fera pas en sens inverse? On dira peut-être, tout cela c'est du passé, oublions-le. Mais aujourd'hui, Mitterrand, par exemple, ne s'est pas engagé sur le SMIC à 3 300 francs, alors qu'il a par contre déclaré qu'il continuerait à subventionner les trusts capitalistes. Il se propose de créer des emplois, mais seulement 200 000 pour 1 700 000 chômeurs. Et il se refuse à prendre pour créer davantage d'emplois sur le colossal budget de l'armée qui engloutit chaque année plus d'un 5e des ressources totales de l'État. Et puis, qui voyons-nous dans son entourage? Pisani, un ancien ministre de De Gaulle, Delors, un ancien conseiller de Chaban-Delmas, Dreyfus, l'ancien patron de la Régie Renault, celui qui employait Tramoni, l'assassin de Pierre Auvernais. Ce n'est tout de même pas avec ces hommes-là que Mitterrand mènerait une politique favorable aux travailleurs. Alors, si au deuxième tour, nous n'aurons sans doute pas d'autre choix pour voter contre Giscard que de voter Mitterrand, eh bien au premier tour, disons au moins à Mitterrand que nous nous souvenons de son passé et que nous ne sommes pas dupes de son hypocrisie actuelle. Mais pouvons-nous pour autant voter pour Georges Marchais? Non, car Marchais a tellement souvent changé de politique que ceux qui voteraient pour lui ne sauraient pas quelle politique ils approuveraient. Approuveraient-ils le Marchais qui défendait les immigrés et luttait contre le racisme, ou le Marchais qui en pleine crise s'en prend aux immigrés? Approuveraient-ils le Marchais qui condamnait l'intervention russe en Tchécoslovaquie, ou celui qui applaudit la présence de chars russes en Afghanistan? Approuveraient-ils le Marchais qui soutenait sans réserve Mitterrand en 1974, ou celui qui le combat aujourd'hui? Approuverait-il le Marchais qui était contre la force de frappe et la bombe atomique, ou le Marchais qui est pour aujourd'hui et qui proteste quand on parle de réduire la durée du service militaire? Marchais a déclaré récemment qu'il n'avait qu'un langage de Brest à Perpignan. De Brest à Perpignan peut-être, mais de 1974 à 1981, sûrement pas. Non, les travailleurs ne doivent pas au premier tour donner leur voix ni à Mitterrand ni à Marchais. Ils doivent leur dire qu'ils ne leur font pas confiance.
Et la seule occasion qu'on aura d'exercer la moindre pression sur Mitterrand et Marchais au moyen de notre bulletin de vote, c'est au premier tour, dimanche prochain, que nous l'aurons. En votant pour ma candidature, vous aurez l'occasion de dire à Marchais que vous désapprouvez sa défense de la force de frappe, son soutien aux Russes en Afghanistan, que vous désapprouvez que l'on traite les immigrés à coups de bulldozer. Et en votant pour ma candidature, vous aurez l'occasion de dire à Mitterrand que vous vous méfiez de lui. En votant pour ma candidature, vous pourrez lui dire que vous voulez que l'on prenne sur le budget de l'armée pour créer des emplois ou soutenir le pouvoir d'achat des plus pauvres. En votant pour ma candidature, vous pourrez lui dire que vous ne voulez pas qu'il se serve des voix de la gauche pour gouverner avec la droite. Travailleuses, travailleurs, en votant Arlette Laguiller, vous direz clairement que vous ne voulez plus de Giscard et que vous ne voulez pas de Chirac. Et vous donnerez une bonne leçon aux dirigeants de la gauche qui méritent qu'on leur dise ce qu'on pense d'eux. Vous direz aux capitalistes, aux banquiers, aux hommes des trusts et des monopoles qu'une partie au moins de la population n'est ni passive ni résignée et qu'elle veut au contraire que cela change vraiment. Et si vous êtes très nombreux à le faire, ce sera dire aux exploiteurs et aux politiciens à leur service que quel que soit le résultat final des élections, ils devront compter avec la colère des travailleurs qui ne supporteront pas indéfiniment tout le poids de la crise. Alors, dimanche, votez pour une femme, votez pour une travailleuse, votez vraiment à gauche.